Alors, comme mentionné, le titre de ma présentation, Choc économique en 2020. Alors, écoutez, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, voici 4 images, donc 4000 mots. 2020, une année de choc et de turbulence. Donc, le plan de ma présentation est le suivant. Dans un premier temps, je vais vous parler de variables économiques qui influencent votre environnement d'affaires. Et puis après la suite, je vais me concentrer sur l'enjeu des protéines, parce que c'est un élément qui était important avant la pandémie et qui va certainement le demeurer après. Alors, pourquoi vous parler dans un premier temps de l'environnement économique? Écoutez, c'est votre environnement d'affaires. C'est vrai pour les agriculteurs, les entreprises connexes et aussi pour celui des consommateurs. Donc, avant la COVID-19, on avait déjà des enjeux à évaluer la direction de l'économie. Par exemple, on avait à peu près tout en place pour avoir énormément d'inflation. Et ça ne s'est juste pas matérialisé. La direction des taux d'intérêt, comme difficile à prédire. Donc, en plus, là, on a la pandémie qui est un événement de type signe noir, c'est-à-dire un événement qui a de faibles probabilités, mais lorsqu'il se produit, les impacts sont majeurs. Alors, ça augmente tout ça, le niveau d'incertitude quant à la situation économique, je vous dirais, à court et à moyen terme. Alors, si on regarde quelques variables comme ça commençons par le Canada. Vous voyez qu'on était quand même sur une lancée intéressante. On avait en juillet 2017 3,3 de croissance du PIB, ce qui est très bon. On voyait que ça commençait déjà à affaiblir avant la pandémie. Et puis là, lorsque la pandémie s'est déclarée, on est tombé rapidement dans le négatif. Et puis, on avait un taux de chômage qui était particulièrement bas. On parle dans les 5,5, 5,6 On faisait un petit peu mieux qu'au Canada, au Québec. Et bon, suivant la pandémie, on est monté presque à 14 Là, on voit que ça a légèrement diminué, mais ça demeure quand même bien au-dessus de ce que nous avions avant la COVID-19. Bien entendu, la Banque du Canada a réagi, donc on était en montée en 2017-2018 des taux directeurs. En 2019, on n'avait eu aucune variation, comme vous pouvez le constater sur le graphique, et puis une chute drastique. Là, on a des taux qui sont presque à zéro, à 0,25. Et on va parler aussi de la confiance du consommateur. Le chiffre n'est pas tellement, c'est pas ce qui est important, c'est regarder plutôt les écarts relatifs là, qu'on peut constater. Et vous voyez que avant la pandémie, on était dans les 53, on est tombé à 35. Et puis, bon, après, on a appris un peu à gérer, ça a remonté. Puis là, vous voyez, quand on passe à une deuxième vague où là, on voit que la confiance baisse un petit peu. Par la suite, là, la période des fêtes risque d'être difficile. Donc, est-ce que la confiance va chuter à nouveau? Ça reste à voir. Puis on peut se poser la question, ben, pourquoi s'intéresser à la confiance du consommateur? Ben, il faut comprendre que les dépenses des consommateurs pèsent quand même assez lourd dans le PIB canadien. Donc, vous voyez ici par trimestre, on parle d'autour de entre 53, 60, 61 de la création de richesse au Canada est générée par les dépenses des consommateurs. Si on se transpose aux États-Unis, ce pourcentage-là, il est encore plus élevé. On est dans les 70 et dans le temps des fêtes, on peut être jusqu'à 80-85 Donc, la confiance consommateur a quand même un impact sur ce qui se passe dans notre économie. La bonne nouvelle, s'il y en a une dans tout ça, c'est que le taux d'épargne a augmenté. On avait un taux d'épargne relativement anémique. Le taux d'endettement des Canadiens par rapport aux revenus disponibles était très élevé. Ce taux d'endettement-là a diminué. Et le corollaire de ça, c'est que, comme vous pouvez le constater, le taux d'épargne a augmenté. Malheureusement, les dernières données disponibles sont juillet, mais en juillet, clairement, il y a des dépenses, des payes de vacances qui n'ont pas été dépensées, donc un taux d'épargne de 28 en juillet. La contrepartie, si on peut dire, de la pandémie, c'est que le gouvernement a soutenu à bout de bras l'économie canadienne et ça se reflète dans ses dépenses fiscales. Donc, vous pouvez voir l'explosion sur le graphique des dépenses fiscales à partir de la pandémie. On voit que là, ça se réajuste légèrement à la baisse, mais on devrait atteindre un plateau.
puis on va y revenir tout à l'heure, mais la question, c'est combien de temps est-ce que les gouvernements vont être prêts à faire ça et si la pandémie perdure encore dans le temps. On va parler également, on va regarder la production de pétrole. Comme Québécois, ça nous affecte peut-être un peu moins, mais il faut comprendre que c'est un élément important de l'économie canadienne. Et en fait, le pétrole en 2019 a compté pour 17% de nos exportations. Et puis, si je prends le gaz naturel, mais c'est presque le quart de nos exportations. Et regardez la chute vertigineuse de production de pétrole. Il faut comprendre que euh, beaucoup de la production canadienne est un pétrole qui est dispendieux, particulièrement les sables bitumineux. Donc, quand le prix chute, le prix du pétrole chute, ben ça devient rapidement moins rentable de produire ce pétrole et donc il est très sensible aux variations de prix, comme on peut le constater sur ce graphique. Et si on compare, alors sur la ligne qui est brune, c'est le Western Canadian Select, et puis l'autre, c'est l'indice de référence qui est le Texas. Alors, on peut voir que, vous pouvez constater qu'il y a eu une chute au moment de la pandémie là, très importante du prix du pétrole. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une journée où on a eu un prix négatif pour le pétrole. Donc, ça en dit long. Et la ligne du bas, on constate l'écart qui existe entre le pétrole canadien et le pétrole de référence qui est le pétrole du Texas. Et cette ligne-là, elle s'explique par deux éléments. Le premier, c'est la qualité du pétrole qui est moins bonne pour particulièrement le pétrole des sables bitumineux, mais également la difficulté qu'on a de sortir le pétrole canadien, de l'envoyer sur les marchés, et ça fait que les coûts de transport sont plus élevés et ça crée une prime négative. Alors, comme maintenant, vous avez vu que la production a chuté, on peut voir que à la droite du graphique, ce qu'on constate, c'est que l'écart s'est rétréci. Et probablement que ça, c'est davantage l'écart de qualité. Ça veut dire que quand on regarde avant la crise, le plus grand écart, la différence, finalement, entre la droite et la gauche, c'est dû au transport. Et là, on peut parler de 10, 15, parfois 20 $ le baril. Si on parle de millions de barils par jour, ben on peut comprendre fois 20 $. On peut comprendre nos concitoyens de l'Ouest de vouloir des pipelines. Ça ne rend pas le projet plus acceptable, mais ça permet peut-être d'expliquer cette soif qu'ils ont de pipelines pour sortir leur pétrole. Maintenant, si on regarde l'inflation, on flirtait avec la limite supérieure du taux d'inflation que la Banque du Canada veut tolérer. On était légèrement au-dessus de 2. Et puis, suivant la pandémie, ben là, on a vu que ça a chuté, puis on a même été dans le légèrement négatif. Et puis là, ça se maintient à moins de 1 %. Donc, du côté de l'inflation, il n'y a pas d'enjeu au moment où on se parle. Si on regarde maintenant le taux de change, alors cette courbe, plus elle est élevée, plus le dollar canadien est faible. Donc, on voit que en 2012, 2011, 2012, on avait la parité. Vous pouvez voir qu'on est avec le chiffre 1, donc à parité. Et là, on est dans un moment où le dollar canadien est plus faible. Donc, c'est positif pour nos exportateurs. Ça l'est un peu moins pour les importations. Alors, si on parle maintenant, on va parler de nos voisins du Sud. Je pense politique américaine, perturbation et incertitude. Alors, petit avertissement tout de suite, là, je vais être très critique de l'administration américaine, mais j'ai vraiment, ma critique repose sur des faits. Donc, après ça, si vous voulez me challenger, ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, écoutez, depuis 4 ans, la politique américaine a perturbé le commerce et l'ordre mondial d'une manière inédite depuis la fin de la guerre froide. Là. Je pense que j'ai pas besoin de m'étendre longtemps là-dessus. Les règles du commerce international, notamment à l'OMC, ne sont pas respectées. En fait, les Américains ne nomment
pas de personnes sur les tribunaux administratifs de l'OMC. De cette façon, il ne peut pas y avoir de décision. La signature américaine sur un traité ne semble lier que l'administration en place par opposition à lier le pays. Ce que je veux dire ici, c'est que normalement, quand les Américains signaient un traité, même s'il y avait un changement d'administration là, ces traités-là étaient respectés dans le temps. Maintenant, là, on se pose la question, changement de président, oups, les traités ne tiennent plus. Alors, que vaut la signature des Américains? On peut se poser la question. Au niveau des exemples, écoutez, tarifs arbitraires sur l'acier et l'aluminium canadien qu'on a vu, les Américains se sont retirés du PTP qu'ils avaient initié eux-mêmes. On nous a forcé l'ALENA 2.0 dans la gorge. Accord sur le nucléaire iranien qu'on a quitté. L'accord, d'ailleurs, les Iraniens sont en train de monter leur stock d'uranium qui peut être utilisé pour faire une bombe nucléaire. L'accord de Paris dont on s'est retiré, un faible soutien à l'OTAN au point où on n'est pas sûr que les Américains vont agir si un des pays de l'OTAN est attaqué, et un narratif qui est complètement délié de la réalité, donc, etc., etc. Alors, ce qu'on voit de cette administration, c'est que les alliés ont été avilis et les ennemis sont déifiés. Donc, c'est le monde à l'envers de ce point de vue-là. Présentement, la transition de pouvoir est problématique. Alors, écoutez, ça change rapidement. J'ai écrit ça, j'ai donné ma dernière version samedi. On a une légère ouverture ce matin de l'administration Trump qui n'a toujours quand même pas reconnu sa défaite. Et donc, il ne reconnaît pas la victoire de Biden, qui est pourtant plus importante que la victoire de Trump en 2016. Donc, le vote populaire, il le gagne très largement, au-dessus de 6 millions de votes. Et il a le même nombre de grands électeurs que Trump avait, puis qu'il a gagné avec des marges similaires à ce que Trump a gagné. Donc, on voit une certaine mauvaise foi ici. Et le changement de président ne va pas changer le fait que plus de 73 millions d'Américains ont voté pour Trump en toute connaissance de cause. Alors, si vous lisez les journaux internationaux, si vous vous intéressez par exemple à ce que les Français disent, on comprend que ça laisse la communauté internationale perplexe quant au rôle futur des Américains sur la scène internationale. Alors, la réalité, c'est que ces 73 millions de gens-là ont voté, puis ils savaient pour qui ils votaient. La première fois, on peut peut-être se dire qu'ils n'étaient pas certains, mais donc, il y a un enjeu de valeur ici. Et puis là, ces valeurs-là ne vont pas dans le sens de la communauté internationale. Donc, il y a un questionnement qui se pose ici. Et c'est intéressant aussi de constater que la campagne de Trump a reposé sur un culte de personnalité et sur des émotions. Alors, tellement que, écoutez, il n'y a pas de nouveau programme politique. On a tout simplement dit, regardez, notre programme politique, c'est le même qu'en 2016. Et puis après ça, dans le fond, la grande politique de Trump, c'était de dire, nommer une politique, hein, mettons, Obamacare is bad. Our healthcare will be the best. Our healthcare will be beautiful like you've never seen before. En gros, vous pouvez mettre n'importe quel nom de politique, puis on disait, c'est mauvais, le nôtre va être meilleur, ça va être merveilleux, ça va être beau, comme vous n'avez jamais vu. Donc, c'est pas très étoffé, disons, comme politique. Mensonge à répétition, on récompense la loyauté aveugle et l'intérêt personnel avant la compétence. Et c'est une stratégie qui est quand même intéressante parce que si je nomme quelqu'un, plus je nomme quelqu'un d'incompétent à un poste élevé, plus cette personne est consciente que la seule façon d'obtenir ce poste, c'est d'avoir une loyauté aveugle envers la personne qui m'a nommé parce que je ne serai jamais capable d'atteindre ce poste-là, je suis trop incompétent. Donc, ou je n'ai pas les compétences, disons, pour le faire. Alors, à ce moment-là, on se ramasse avec des gens extrêmement loyaux, mais extrêmement incompétents. Donc, parce que les gens qui avaient une compétence, ils ont quitté ou ils ont questionné des politiques ou des façons de faire et ils se sont fait congédier. Alors, on a des gens qui votent républicains et qui disent quand Trump est en avance, on arrête de compter. Et puis, quand Trump est en retard, du même souffle, hein, dans un État, on dit qu'il faut arrêter de compter. Dans l'autre État, on dit qu'il faut, en Arizona, il faut continuer à compter. Et les partisans ne semblent pas relever de contradictions. Alors, c'est plus une question de politique ici. Là. On a un président qui passe une somme de temps phénoménale à regarder la télé et à jouer au golf, alors que les États-Unis traversent une crise sanitaire sans précédent et
ça ne semble pas poser problème à beaucoup de gens qui ont voté pour lui. Écoutez, avec les derniers jours, on peut dire sans aucune retenue que c'est un président qui flirte ouvertement avec des groupes suprémacistes blancs et, et avec le fascisme. Alors, ce qui est rassurant, je vous dirais, dans tout ça, c'est que le culte de personnalité qui abuse financièrement ceux qui les adulent, c'est pas nouveau aux États-Unis. Ça a toujours existé. Et c'est juste que là, on a un président qui le fait. Alors, juste pour vous donner des exemples, puis aller sur Internet si ça vous intéresse. En mai 2018, on a un téléévangéliste, Jesse Duplantis, qui demande aux membres de sa congrégation, il dit, écoutez, moi j'ai besoin de 54 millions supplémentaires pour remplacer mon jet privé par le nouveau Falcon 7X. Et puis, il dit ça sans aucune retenue, tout ça, ça a l'air normal. Paula White, qui est le guide spirituel de Trump, qui propose la Prosperity Theology. En gros, c'est vraiment Dieu veut les biens matériels, veut qu'on soit riche et tout ça. Et pendant elle est en train de s'enrichir, elle installe son fils comme numéro 2 de son gospel. Et c'est un autre truc qu'on voit régulièrement, ces preachers-là, ça se passe un peu comme la royauté de père en fils ou de père en fille. Écoutez, James Baker, qui est un très riche et populaire dans les années 80, qui a été condamné pour fraude. On a en ce moment le preacher Kenneth Copeland qui guérit la COVID-19 via l'écran de télé. Dans le fond, vous faites un don, puis là, il regarde la télé, il regarde la caméra, puis il va vous guérir de la COVID. Alors, si on regarde outre le climat de nos voisins du Sud qui nous affecte directement, les perspectives économiques américaines, ben, écoutez, elles ressemblent aux nôtres. Les Américains avaient une économie plus forte que nous. On était avec des taux de croissance du PIB qui étaient meilleurs que les nôtres. La crise, bien entendu, leur a fait mal. Ils sont comme nous dans le négatif, mais ils sont quand même sur la voie du retour à un PIB positif. Leur taux de chômage qui était extrêmement bas, on parle de 3,5 qui a monté jusqu'à près de 15 mais qui est en baisse aussi. Là, on parle d'environ 7 Donc, de ce côté-là, semblent être quand même sur la bonne voie malgré tout. Et si on regarde maintenant le niveau de confiance des consommateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, encore plus important aux États-Unis qu'au Canada, parce que c'est un plus gros pourcentage du PIB, eh ben, on voit qu'il y a quand même eu une chute. On était à 101 avant la crise, et puis là, on est descendu jusqu'à 71, et puis là, on flirte avec les 77. En ce moment, ça va être la Thanksgiving en fin de semaine, et puis ça risque un peu comme toute période de rassemblement, là, ça risque de remonter, puis peut-être de voir un niveau de confiance qui va s'abaisser. Et là, ça inquiète un peu par rapport au temps des fêtes, où, comme je vous le disais, ça peut être un très, très fort pourcentage du PIB qui est en jeu. Tout comme nous, les Américains ont baissé leur taux directeur, la Fed a baissé son taux directeur. Ils avaient quand même amorcé le mouvement, eux, en 2019. Ils avaient déjà mis en place des baisses, suivant un léger ralentissement de leur économie. Et ils ont le même taux directeur que nous en ce moment, soit 0,25. Si on regarde maintenant le taux d'inflation, légèrement plus élevé que nous, mais c'était également le cas avant. Ils étaient davantage on était dans les 2,1, 2,2, ils étaient dans le 2,5, 2,3, et là, on est autour de 1,2, donc pas rien d'inquiétant non plus ici. Si on regarde, par exemple, le niveau de dette, alors depuis 2016, l'administration actuelle a quand même réduit les impôts de façon significative, donc elle a réduit ses revenus, elle a augmenté les dépenses, notamment à plusieurs égards, mais notamment en donnant des aides ad hoc importantes aux agriculteurs, suivant les différents problèmes de commerce avec les Chinois, puis les Chinois ont visé particulièrement les agriculteurs du Midwest dans leurs mesures de représailles. Donc, à droite,
vous avez l'échelle canadienne et puis à gauche, vous avez l'échelle américaine. Donc, et ça, c'est avant la crise, hein. Donc, la crise n'est pas prise en considération. C'est juste là où on est parti avant la crise. Donc, vous pouvez voir que le Canada, on était à environ 89%, 90, entre 80, bon, près de 90% de notre PIB qui était notre niveau de dette. Pour les Américains, nous étions à 107%. Donc, on est parti un petit peu en meilleure situation que les Américains à ce niveau-là. Alors, on fait quoi avec tout ça? Ben, écoutez, si on essaie de réfléchir à tout ça, on a les variables économiques canadiennes, on a les variables économiques, macroéconomiques américaines, on a cette administration américaine, on va avoir un changement de président, on ne sait pas encore comment ça va se passer, tout ça, si ça va bien aller ou pas. Quelle va être la résistance ou en espérant qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais en gros, si on regarde ça froidement, les variables pour l'agroalimentaire demeurent bonnes. On a des bas taux d'intérêt, ce qui est une bonne chose pour les agriculteurs, pour le secteur agroalimentaire en général. Une faible inflation, habituellement, c'est une bonne chose également. Le prix de l'énergie est bas, notamment le prix du pétrole. On a un taux de change favorable pour nos exportations. Et le consommateur semble plus sensibilisé à l'achat québécois. Et récemment, le gouvernement du Québec, d'ailleurs, a mis en place de l'argent pour améliorer l'autonomie alimentaire. Donc, de ce côté-là, les choses semblent quand même positives. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des perdants, mais en général, ça semble positif. Et bien que les États-Unis ne soient pas en contrôle de la pandémie, que les institutions américaines ont démontré leur faiblesse devant, je pense qu'on peut dire, un être sans scrupules, pour l'instant, leur économie tient le coup, ce qui est positif pour nous. Alors, qu'est-ce que nous réserve la prochaine année? Puis je pourrais peut-être davantage dire même les 6 prochains mois. Ben, écoutez, les variables énergie, taux de change, taux d'intérêt et inflation devraient demeurer similaires. Il y a pas, ça ne devrait pas bouger. La question, c'est est-ce que l'économie va se maintenir? On voit que l'immobilier a complètement été dopé par les faibles taux d'intérêt. Puis on se dit en même temps, on est dans une situation économique un peu difficile, mais néanmoins, ça ne semble pas avoir ralenti les gens. Donc, est-ce que tout ça, ça va se maintenir? Est-ce que le gouvernement qui a réussi à soutenir notre économie à bout de bras au niveau pour maintenir nos dépenses de consommation, est-ce que ça va durer encore? On voit, comme tout à l'heure, lorsqu'on constate l'importance du consommateur, on voit l'importance aussi des mesures comme la PCU qui ont visé ou encore l'aide au salaire pour les entreprises qui ont permis aux consommateurs à plusieurs consommateurs de garder leur pouvoir d'achat. Ben là, la question qui se pose, c'est est-ce que la PCU va causer quelques émois lors des impôts? Il est clair qu'il y a eu beaucoup de paiements en trop. Je connais des gens qui ont eu des paiements en trop puis qui ne savaient pas trop quoi faire avec ça, qui ont été payés en double un certain mois. Finalement, ils ont dit on va attendre le temps de faire nos impôts. Il n'y a pas eu d'impôt de payer sur la PCU, mais c'est imposable. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir des mauvaises surprises puis que ça va créer un petit ressac? C'est dur à prédire, c'est dur à voir venir. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que la transition du pouvoir aux États-Unis va dégénérer et créer un choc majeur? Ben, écoutez, hier, déjà que le Michigan a réussi à certifier les résultats parce qu'on avait quand même un enjeu. On a quand même une personne qui s'est abstenue et à un certain moment, il y avait 2 républicains qui menaçaient d'empêcher la certification du comté qui comprend Détroit, donc qui aurait eu un impact majeur. Mais je vous dirais, il ne faut jamais sous-estimer la capacité de l'écosystème Trump à tenter l'impensable. Alors, il le tente présentement et le taux de réussite ne semble pas être très élevé, mais il faut toujours rester sur nos gardes, je pense, à ce niveau-là. Et écoutez, on aura possiblement un hiver difficile avant la vaccination et avant le retour des activités à l'extérieur. Alors là, on a eu un beau mois de novembre. On va
On va avoir la période des fêtes, on va être davantage à l'intérieur. Euh, le vaccin à grande échelle, ça, c'est pas quand même pour le mois prochain. Donc, ça risque d'être un hiver difficile. Et ça m'amène sur les tendances de consommation. Parce que ben, ce confinement-là, tout ce que l'on a vécu, ça a des impacts sur la consommation alimentaire. Et la question, c'est est-ce que ces impacts-là vont durer dans le temps? Alors, on va probablement voir des changements ou avec une espèce de retour de l'avant COVID-19. Mais écoutez, on ne va jamais y retourner, là. De toute façon, ce passé-là n'existe plus. Même sans la COVID, on ne serait pas il y a du temps qui a passé, on ne serait pas au point d'avant. Euh, Selon moi, ce qui risque d'être différent, c'est les attitudes. Je pense que les consommateurs québécois ont réalisé l'importance de l'alimentation. On a eu peur à un moment donné de manquer de produits sur les tablettes. On a vu la réaction des consommateurs. On s'est aperçu qu'on a un secteur agroalimentaire qui est fiable, puis qui a répondu aux défis auxquels il a fait face. Donc, je pense que cette attitude-là positive va demeurer. D'ailleurs, je vois que le gouvernement essaie de capitaliser là-dessus, ce qui est une excellente chose. Et l'achat en ligne. Bon, pour plusieurs personnes, ils étaient encore très réfractaires. Je ne vous dis pas qu'on va acheter autant en ligne, mais c'est clair que ça a permis de faire un bond significatif vers l'avant. Et si on regarde les grands courants de consommation, bien, écoutez, il y a si je commence avec l'environnement. Si je me soucie de l'environnement, je me soucie de l'empreinte carbone de mes aliments. Et l'empreinte carbone, bien, rapidement, là, je vais regarder les types de protéines parce qu'elles ont des empreintes carbone différentes. Le type de protéines aussi a un impact sur ma santé. Et si je m'intéresse à la santé, bien, je vais m'intéresser au bien-être humain, mais aussi, je vais rapidement réfléchir au bien-être animal. Et tout ça, ça a aussi des impacts sur l'environnement. Donc, c'est les grands courants tels que je les illustre. Et je vais me concentrer sur la tendance protéines. Et dans les pays en développement, on a une hausse significative de la consommation de protéines animales. Les pays s'enrichissent, c'est peut-être légèrement stoppé au moment où on se parle, en fait ralenti, mais ça va reprendre. Et dans les pays de l'OCDE, la consommation de protéines animales se déplace lentement vers des viandes qui ont une empreinte carbone plus faible, comme le poulet et le porc. Et on a un déplacement aussi vers les protéines végétales. Alors, pour illustrer ça, regardez ici, on a la consommation par habitant pour les viandes les plus consommées, donc le poulet, le bœuf et le porc. Et on part en 1980 et ça se termine en 2019. Alors, vous pouvez constater la ligne qui est, et puis je ne suis pas très bon à nommer les couleurs, mais celle qui est plus jaune, on va dire, c'est le bœuf, et vous voyez qu'elle est en forte baisse. Vous voyez que le poulet en bleu a connu une hausse, et puis c'est plus variable pour le porc qui est en vert. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en 1980, la viande largement la plus consommée, c'était le bœuf, suivi du porc et du poulet. Si je regarde maintenant en 2019, ben, je vois que c'est le poulet qui est la viande la plus consommée, suivi du bœuf et du porc qui sont à peu près à égalité. Donc, un changement quand même important au cours de ces années. Et si je regarde la consommation totale de viande, alors là, j'inclus tout sauf le poisson, là. Donc, toutes les autres viandes, ben, on constate quand même une tendance à la baisse depuis 1980. Alors, l'essor de la protéine végétale, alors là, on voit que ben, ce remplacement-là, c'est pas qu'on consomme moins de protéines, c'est qu'on a remplacé des protéines animales par des protéines végétales. Et l'essor de la protéine végétale, est-ce qu'il vient de changements alimentaires fondamentaux? Alors, on peut se poser la question, comment les gens deviennent-ils végétaliens? Alors, je vous rappelle, le végétarien ne consomme pas de viande, mais va consommer des protéines animales comme le lait et les œufs. Et le végétalien va consommer absolument aucune protéine animale. Et le vegan a un aspect philosophique aussi, puis va habituellement pas utiliser va pas porter de vêtements en cuir ou de fourrure, etc.
Donc, une étude exploratoire qui a été réalisée par ma collègue, la professeure Laurence Godin, et qui a été financée par ma chaire de recherche, nous apporte quelques éléments de réponse par rapport à cette question-là. Comment on devient végétalien? Je vous rappelle que c'est une étude exploratoire, mais selon l'étude de la professeure Godin, la majorité des gens passent par une transition. Dans un premier temps, on devient végétarien, puis on devient végétalien par la suite. C'est très, très rare que les gens passent directement d'être carnivore à végétalien. Et dans son échantillon, la majorité, dans leur cas, l'enfance a été marquée par la présence de repas végétariens. Donc, c'était des gens qui déjà ne mangeaient pas de la viande à tous les jours. C'était les parents qui avaient ce mode de vie et ou qui avaient un dégoût de la viande dès un jeune âge. Il y en a qui se disent, moi, depuis que je me souviens de 4-5 ans, j'ai jamais aimé la viande. Et à un certain moment dans leur vie adulte ou de jeune adulte, tous disent qu'il y a comme, hop, il y a eu un déclic qui s'est produit, puis quelqu'un qui ont dit, ben moi, je vais devenir végétarien. Et ce déclic-là, pour plusieurs, s'est produit lors d'un long séjour dans un pays où la viande est rarissime. Donc, ils sont partis, jeunes adultes, sac à dos, ont été vivre en Inde ou en Asie pendant 6 mois, 7 mois ou davantage. Ou encore, ils s'en vont dans leur premier appartement, puis là, décident que non, moi, je ne vais pas cuisiner de la viande. Et, ou encore, ils ont lu un livre ou ils ont vu un reportage. Donc, ça, c'est les sources de déclic. Ce ne sont pas des gens qui font de la substitution, sinon au tout début. Donc, c'est vraiment des gens qui mangent différemment. Quand je dis qu'ils ne font pas de substitution, c'est ils ne vont pas aller manger un burger chez A&W qui a une boulette qui n'est pas faite de viande. Ils ne vont pas manger de burger, point. Ils vont manger différemment. Et si on regarde les raisons, il y a deux grandes raisons, les raisons environnementales puis les raisons de bien-être animal. Et les raisons environnementales, ceux qui ont la principale raison, c'est une raison environnementale, on voit qu'ils sont plus flexibles. C'est-à-dire que ils peuvent des fois déroger. S'ils sont végétaliens, ils vont aller à un endroit, il y a une sauce qui est faite avec de la crème, ils vont dire c'est bon, je vais la consommer pareil, tout ça par politesse, etc. Puis ceux qui sont la principale raison, c'est le bien-être animal. On voit qu'ils ont une charge émotive qui est forte et ils sont beaucoup plus rigides. Ils vont pas manger la sauce qui a été faite, dans la majorité des cas, qui a été faite à partir de crème, par exemple. Et si on regarde les profils soulevés, les trajectoires empruntées, tout ça, ça laisse pas croire à un mouvement de masse, en tout cas dans l'état actuel des choses. Donc, on voit il y avait quelque chose en partant dans la jeunesse qui était j'aime pas la viande ou on mangeait pas de la viande nécessairement à tous les jours. Et là, après ça, il y a l'expérience de vie, le déclic se produit et après, on a soit raison environnementale ou des raisons de bien-être animal. Alors, l'essor de la protéine végétale ne provient pas de changements alimentaires fondamentaux. Alors, ça provient de substitutions, comme je le mentionnais tout à l'heure. J'ai un burger où moi, je mange des boulettes dans mon spaghetti. Ben là, je vais avoir des boulettes végétales. Donc, je mange à peu près la même chose que d'habitude, sauf que je substitue euh, une protéine végétale pour une protéine animale. Alors, contrairement aux végétariens et végétaliens qui habituellement vont vraiment manger différemment. Alors, à ce chapitre-là, pour ce qui est de gens qui disent ben, je ne veux plus manger de viande d'animaux abattus, donc qui cherchent une alternative à la protéine animale traditionnelle, ben, il y a deux alternatives qui s'affrontent. Et la première, qui est particulière, c'est on va avoir une réelle protéine animale, mais qui provient de laboratoire. Alors, une entreprise comme Just Meat, ben en fait, c'est le Just Meat qui est la marque de commerce de l'entreprise Eat Just. Et eux, ils visent carrément le marché des mangeurs de viande, mais sans abattre d'animaux. Alors, ils prennent un gène de protéines animales, donc une plume de poulet, où ils vont isoler le gène, puis ils vont le faire se multiplier en laboratoire. On va parler de viande de culture. Et il y a des avancées quand même importantes qui sont faites en ce moment, mais il n'y a pas rien de vraiment commercialisé au moment où on se parle. Donc, voici, vous voyez sur la diapo des exemples. Et puis, il y a un autre produit, Perfect Day, qui est un lait qui est fait sur le même principe. Mais dans ce lait-là, on aurait vraiment
la protéine laitière. Donc, si j'ai la protéine laitière, ça veut dire que je peux faire les fromages et tous les autres produits laitiers comme si c'était du lait de vache de façon traditionnelle. Alors, si je regarde un peu plus en détail cette première alternative-là, donc la protéine animale réelle, mais issue de laboratoire, il y aurait environ 60 firmes au moment où on se parle qui travaillent à faire de la viande de culture et certaines comptent comme investisseurs Tyson et Cargill. Donc, c'est quand même ces grandes entreprises-là qui sont dans l'abattage s'intéressent à ces produits-là. Et là, il y a comme un débat. PETA, qui est l'organisme de défense des animaux, est en faveur de la viande de culture, mais tu as beaucoup de gens qui sont végétariens ou végétaliens qui sont très opposés. Il y a notamment un groupe de 16 spécialistes et professeurs qui ont lancé le site Clean Meat Oaks. Je vous invite à aller le voir, taper Clean Meat Oaks, vous allez le trouver très facilement, et qui dénoncent vivement la viande de culture en opposition au végétalisme. Alors, sur la diapo, vous avez la photo d'un de croquettes de poulet qui sont faites par Eat Just et qui va justement être dans les restaurants haut de gamme dans un premier temps, là, très bientôt, selon l'entreprise. Et après ça, ben, tu as la deuxième alternative qui est vraiment on remplace un mets à base de protéines animales par de la protéine végétale et c'est la tendance qui a le vent dans les voiles présentement. On connaît le Impossible Burger, on a Beyond Meat avec le burger de AEW, on a les substituts lactés comme les boissons à base de riz, à base d'amandes, etc., qui sont là depuis quand même un bout de temps, mais qui connaissent quand même de meilleures ventes depuis quelque temps. Si on regarde un produit comme Beyond Meat, où vraiment on fait des efforts pour reproduire la texture, le goût, et on tape sur plusieurs éléments qui plaisent beaucoup aux consommateurs. Alors, par exemple, ici, on va dire on a 20 grammes de protéines, ce qui est beaucoup. On n'a pas de soya, on n'a pas de gluten dans ce produit-là, on n'a pas d'OGM et c'est bon pour la santé. Donc, alors ça, c'est débattable, mais c'est ce qu'on utilise dans leur marketing. Alors, et ça va poser problème. Justement, on dit, ah, c'est bon pour la santé, mais en réalité, c'est un produit hautement transformé. Et après ça, on fait, tous ces produits-là utilisent l'aspect environnemental. On a un Just Egg qui est un produit pour remplacer les œufs. Là, si on le verse dans une poêle, ça fait comme des œufs brouillés. On peut l'utiliser dans des recettes qui demandent des œufs, alors des œufs battus. Et on dit qu'on a sauvé tant de millions de gallons d'eau avec leurs produits, qu'on a réduit les émissions de carbone, que ça prend moins de terre et tout ça. Et comme j'ai une chair dans les yeux, on s'est intéressé à ce produit-là parce qu'on trouvait ça quand même majeur comme réduction d'impact. Et ils ont leur calcul d'analyse de cycle de vie qu'on peut, en fouillant comme il faut, on peut trouver sur leur site Internet. Et malheureusement, ils essaient de comparer le Just Egg qui, si vous regardez les vidéos, ils commercialisent vraiment en remplacement de l'œuf. Mais là, ils essaient de nous dire pour faire la comparaison, on devrait comparer avec de la poudre d'œuf. OK? Moi, j'en ai jamais acheté de la poudre d'œuf. Je ne sais pas si vous cuisinez avec ça, mais ça me paraissait un petit peu bizarre. Mais je vous explique pourquoi ils veulent faire cette comparaison-là, parce qu'ils prennent l'œuf, ils disent l'œuf, c'est ce que j'utilise pour faire de la poudre d'œuf. Et ils comparent avec tous leurs produits à l'entrée de leur usine, donc les fèves, etc. Et ils disent, ben, ça, c'est la bonne comparaison. Mais la réalité, c'est que si je prends toutes leurs fèves puis que je mets ça ensemble puis j'essaie d'en prendre une bouchée, c'est pas consommable. Donc, ils le prennent, ils l'entrent dans une seule usine en Amérique du Nord, et ça prend énormément d'énergie, on fait bouillir, blablabla. Donc, c'est un long processus qui consomme énormément d'énergie. Alors là, on s'est dit, bon, ben là, on ne fait pas une comparaison honnête parce que l'œuf, je peux le casser puis le consommer immédiatement. Alors, si on est un petit peu critique par rapport à ce qu'ils font, écoutez, une usine en Amérique du Nord versus des poulaillers un peu partout en Amérique du Nord. On le transporte d'une usine partout en Amérique du Nord dans un contenant en plastique qui est illustré ici, versus un contenant en carton recyclé pour les œufs.
Plus important encore, l'unité de comparaison, c'est 1 kg de produit. Ben, écoutez, c'est comme si je vous disais, je vais comparer 1 kg de viande avec 1 kg de laitue. Puis là, je vous dirais, tu dois vivre là-dessus pendant 3 jours. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, je pense que tout le monde va choisir, si vous n'êtes pas végétalien ou végétarien, vous allez choisir le kilogramme de viande parce que vous allez vous dire, je vais faire beaucoup plus je vais durer plus longtemps avec 1 kg de viande qu'avec 1 kg de laitue. Donc, c'est un peu stupide de comparer 1 kg de produit. Alors, si on fait la comparaison sur la base de la protéine qui est contenue dans Just Egg versus dans un œuf, alors là, rapidement, puis qu'on prend en considération les autres éléments, on voit déjà que l'œuf, son empreinte environnementale, elle est beaucoup moindre que celle de Just Egg. Et si je le prends sur la base de la protéine digestible, parce que c'est beau si j'absorbe la protéine, puis c'est pour l'uriner par la suite, ça ne m'avance pas beaucoup. Alors, on s'aperçoit que pour une douzaine d'œufs, ça prend 7 contenants de plastique comme ça pour avoir le même niveau de protéines digestibles. Alors, j'ai mis ici un site Internet qui est sur on a les détails de l'analyse que l'on a mis sur le site Internet de ma chaire de recherche, si ça vous intéresse. Alors, écoutez, néanmoins, quand on regarde tout ça, donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que ça soulève des enjeux de communication avec le consommateur. Le consommateur se fait un petit peu berner, c'est un peu du green marketing washing que l'on fait. Et l'information devra circuler à un certain moment, mais comme consommateur, on est déjà tellement bombardé d'informations que ça devient peut-être un peu difficile. Alors, mais néanmoins, il y a quand même un engouement pour ces produits. On parle d'une croissance annuelle en supermarché de 20 à 30 donc, c'est beaucoup. Oh, pardon, ouais. Alors, je vois que c'est pas la bonne version de ma présentation, donc c'est la première version que j'avais envoyée et non pas la dernière. Il me manque un acétate. Mais en gros, écoutez, de mémoire, il y a un organisme qui estime, bon, qui mentionnait que c'est 1% des ventes de viande en ce moment qui sont, alors là, je le définis très largement, 1% qui est, dans le fond, qui est des substituts tels que Beyond Meat, etc. Et, euh, et on s'attend à ce que d'ici 2040, de mémoire, ce chiffre va atteindre environ 40%. Alors, si vous, donc, avec une croissance, on part d'une petite base, mais si on a des croissances de 20 à 30% par année, donc l'effet composé fait qu'effectivement, ça pourrait atteindre un pourcentage important là, d'ici 2040. Alors, c'est la fin de ma présentation. Alors, ça me fera plaisir de prendre des questions.